du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Cet épisode est spécialement dédié au chien de Marion, Karma, que vous pouvez entendre ronronner ou ronfler durant tout l'épisode. Magnifique bulldog français, très affectueux, mais qui fait un petit peu de bruit, effectivement. Mais il nous accompagnait tout le long de l'émission, en dormant derrière moi. Oui, puis c'est assez apaisant au final, ça fait des petits C'est ronrons ça, comme ça. c'est bien. Ça fait la petite musique qui manque en fond sonore. Voilà, on espère que vous apprécierez l'épisode. Merci à vous. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Marion pour parler de la femme et du sexe avec rien de mieux qu'une spécialiste en sexologie. Bienvenue Marion sur Café et Néné. Bonjour Émilie, c'est un plaisir de faire partie de l'émission. Trop mignonne. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, franchement à la cool, comme tu le souhaites? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, c'est quoi tes hobbies dans la vie? Alors, une définition simple, je pense que je suis une jeune femme avec plusieurs visages, tantôt enfantine, parfois plus mature, un peu sérieuse dans le fond, mais qui est capable d'insouciance et de légèreté. Voilà, j'aime bien un peu jongler entre ces deux modèles. Et puis, sinon, je suis originaire de Touraine. Là, je suis à Marseille pour l'émission. Je fais juste mes études ici, mais à la base, je viens de Tours. Voilà, j'aime le sud, j'aime la chaleur. Et en termes de bise, je fais un peu de tout. Je fais du sport, je fais de la danse, je fais un peu de yoga. Bon, comme tout le monde, hein, c'est la grande mode. Voilà. Comment se dévaloriser en 10 secondes? Bon, ouais, comme tout le monde. Là, sinon, j'aime la musique. Je suis très attirée par tout ce qui est psychédélisme en termes de théorie et puis de pratique aussi. Et puis, j'aime bien aussi faire des expos d'art. Voilà, donc je suis assez hétéroclite dans mes goûts. Ok, top. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce que c'est d'être sexologue, justement? Alors, être sexologue, en fait, c'est pas vraiment un métier à part, c'est plutôt une compétence, une qualification qui va se greffer à une formation initiale. Et pour donner une définition déjà simple, sexologue, en gros, c'est un thérapeute de la sexualité. Et en réalité, ce thérapeute, il peut être soit à la base psychologue, médecin, infirmier. Voilà, c'est des professions de la santé. Et en fait, il faut une formation qui complète un métier initial. Et cette formation, elle est qualifiante, elle valorise la formation dans le sens où elle donne une étiquette qui est cette étiquette de sexologue. Donc, je sais pas s'il faut que je détaille maintenant vraiment le Non, mais parcours du coup, plus ça tard. veut... Alors, Non, pardon, désolée, excuse-moi de te couper, mais oui. du coup, ce que tu voulais mettre en avant, c'est que on fait pas une formation pour être sexologue, on fait une formation pour du coup être psychologue, médecin, etc. Et puis après, on se spécialise, c'est ça? C'est ça, c'est plutôt c'est une spécialisation qu'on vient se donner par rapport à son corps de métier initial, exactement. On est médecin et sexologue, psychologue et sexologue, infirmier et sexologue, sage-femme et sexologue. Mais on n'est pas sexologue tout court. Il n'y a pas un métier à part entière de sexologue, quoi. Ça n'existe pas. Ok, très Voilà. bien. Et en fait, après, le but de la sexologie, c'est vraiment de traiter la sexualité humaine, c'est-à-dire de pouvoir l'expliquer à l'autre, de pouvoir donner des conseils d'éducation sexuelle, de pouvoir traiter les problèmes sexuels, pouvoir traiter les problèmes de couple. C'est très large, en fait, hein, c'est vraiment multidisciplinaire, en fait. Ok, Voilà. donc c'est vraiment, tu peux avoir tout type de problème comme quand une personne vient te voir, quoi. C'est ça, exactement. Ça peut être à la fois un problème purement de psychologie, parfois ça peut être un problème vraiment médical, une dépression qui est cachée derrière un trouble du désir, ça peut être un problème de relations humaines dans un couple, ça peut être un problème d'infertilité dans un couple. Enfin voilà, en fait, ça rejoint plein de branches différentes et il va falloir arriver à cibler un peu sous le travers d'un trouble sexuel, un trouble du désir, un trouble d'excitation, des engueulades dans un couple. Voilà, voir ce qu'il y a derrière, en fait, chercher un petit peu, creuser quelle est la cause initiale. Est-ce que c'est juste un problème vraiment de fonctionnement de l'activité sexuelle, ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière qui peuvent expliquer qui est ce trouble sexuel, des antécédents de viol, des troubles, des violences dans l'enfance, des choses comme ça, en fait. Il y a un problème de base, Ok. et derrière, on vient fouiller quand même le reste assez largement, quoi.
Ok, très bien. Juste à part, je sais pas si c'est ton fil de casque, j'entends des frottements bizarres. Est-ce que tu sais si ton fil de casque Bah, il frotte quelque part ou pas? j'essaye de le bloquer pour justement qu'il frotte pas, mais alors c'est peut-être pas une bonne idée. Je sais pas comment le mettre en fait pour pas que ça bouge parce que Il est comment en fait? T'es penché sur ton ordi, c'est ça? ouais, ouais, je suis penchée sur mon ordi et je le tiens à la main, mais peut-être que je vais pas le toucher, mais faut pas que je bouge quoi. On peut essayer de faire Non, comme mais je ça. pense qu'il y a, je sais pas, je pense, je réfléchis à une technique un peu simple pour pas que tu te casses la tête. C'est juste que ouais, je suis quasiment sûre que du coup, c'est tes écouteurs qui font un petit bruit. C'est assez léger, mais on dirait comme si ça buguait du coup. D'accord. Euh, Là, j'ai arrêté de le toucher, je l'ai juste posé. ok. Après, c'est Bon bah peut-être très, bon, on continue comme ça et ouais, je et te puis on dirai. voit. D'accord. Ok, vas-y, on reprend du coup. Désolée pour. Non, non, y a pas de Enfin, désolée souci. du coup. Ok. Est-ce que tu peux nous dire s'il existe plus de femmes que d'hommes sexologues? Est-ce que c'est ce que tu as constaté, toi? Et est-ce que aussi, lors de tes consultations, ou du moins les personnes que tu reçois, est-ce que tu vois plus de femmes venir que d'hommes? Alors, c'est une question qui est pas très simple. J'ai pas étudié personnellement la prévalence de genre dans la profession de sexologue. Après, je dirais que très logiquement, la population féminine augmentant, notamment dans les professions de santé, je dirais qu'il y a de plus en plus de femmes, en tout cas, ça c'est sûr, et qu'on va vers une féminisation globale de toute façon des professions déjà de haut niveau d'études, enfin ça Mhm. c'est sûr. Et donc je pense que oui, globalement par rapport aux professions de santé, il y a quand même une forte population de femmes actuellement, donc je pense que ça devient un métier de plus en plus féminin, ça c'est sûr. Euh, Après, par rapport aux hommes, à la prévalence des hommes et des femmes qui consultent, je pense que c'est à peu près autant parce que il y a autant d'hommes ou de femmes qui vont venir consulter parce que c'est tellement spécifique de toute façon de venir voir le sexologue, c'est que c'est vraiment quand on est en bout de chemin de son problème, qu'on n'a pas d'autre solution, donc on va le voir à un moment donné. Donc je pense que homme ou femme, comme chacun est concerné de toute façon par cette problématique, il n'y a pas plus de femmes qui ont des problèmes sexuels que d'hommes qui ont des problèmes sexuels, c'est identique, chacun avec des niveaux Mhm. variables, hein, bien sûr, de troubles, mais tout le monde vient consulter. Et puis c'est évident. Mm. Ok, super. Et du coup, lorsqu'on travaille soi-même dans le domaine de la psychologie, est-ce que ça retranscrit un lien étroit avec des problèmes ou troubles psychologiques que l'on pourrait avoir, ou bien alors des personnes de notre entourage, ou alors c'est juste une passion, franchement, d'être captivé par comprendre les mécanismes du cerveau humain? Alors, je pense que je pourrais répondre à cette question uniquement donc par rapport à moi-même, parce que c'est difficile de parler pour toutes les personnes de Oui, la pardon, oui, profession. par rapport à Mais toi, oui. ouais, alors après, je dirais que ça peut faire écho à des problèmes personnels qu'on a vécu soit dans sa famille, soit des choses qu'on a traversées soi-même. Donc c'est sûr, s'orienter vers une profession fait toujours écho à quelque chose de nous-mêmes ou de notre histoire. Après, c'est pas forcément des choses négatives, c'est pas forcément. Je pense qu'il faut pas s'engager dans cette profession, en tout cas pour essayer de résoudre ses propres problèmes ou ceux de sa famille. Hmm. Ça, c'est sûr. Après, me concernant, je dirais que non. Enfin, la psychiatrie, parce que du coup, c'est quand même ma spécialisation de base, et la sexologie, ça ouvre sur la science humaine, ça ouvre sur la médecine, la biologie. Donc, j'ai toujours été intéressée par les sciences et j'ai toujours été intéressée par la psychologie humaine, la philosophie, la sociologie. Donc, je pense que c'est pour ça que je me suis orientée sur cette voie. Et puis, c'est vrai que j'ai comment dire, une atmosphère familiale qui a été encourageante pour ça. J'avais un cadre infirmier en psychiatrie, j'avais une maman psychologue, donc forcément ça crée des affinités pour des domaines de la vie, quoi, des domaines Hmm. des champs d'intérêt, quoi. Mais après, je cherche pas du tout à analyser ma vie par mon travail ou analyser ma famille ou mes proches, quoi. C'est vraiment deux choses différentes. J'ai mon travail et puis après, je suis quelqu'un de normal. Sinon, au quotidien, avec peut-être juste j'aime aider les autres ou les écouter, ça c'est quelque chose que c'est une espèce de continuité qui est entre mon travail et ma vie personnelle, quoi. Mais du coup, tu arrives à faire le switch entre quelqu'un qui te raconte, je dirais, bah, t'es avec une pote, vous prenez un verre ou je sais pas, vous vous promenez au parc, elle te raconte un truc, et là, quelle facette tu vas recouvrir? Tu vas être plutôt Marion Lamy qui aiguille mais sans trop influencer, ou tu vas être comme dans une mini séance, comme si elle venait te voir en tant que patiente, quoi.
Bah, je pourrais jamais être totalement dans la position du thérapeute, non, qui accueille une première patiente et qui va poser des questions très ciblées en fonction de ce que la personne va dire. Ça, c'est pas possible avec un ami, mais par contre, je pense que j'aurais sûrement une écoute plus attentive de certaines choses et je viendrais pointer du doigt de manière plus attentive certaines problématiques qu'elle vient soulever Hmm. pour essayer de l'orienter. Mais après, c'est pas moi qui vais, entre guillemets, l'aider à répondre à ces questions, ou voilà, je vais aider, je vais soutenir, je vais un peu orienter, aiguiller, et essayer de, comment dire, d'avoir un entretien, ce qu'on appelle motivationnel en psychiatrie, c'est-à-dire être un peu dans renforcer les propos, essayer de les orienter pour creuser un peu plus la problématique et surtout valoriser la personne dans son problème pour pas qu'elle se sente coupable. Et donc ça, oui, je peux le faire, mais je vais jamais remplacer un thérapeute. Après, moi, ça m'a pu m'arriver et j'oriente toujours les amis vers, bah, il faudra quand même que tu ailles voir quelqu'un, voilà, parce Ouais, qu'il y a des choses il y a des choses à dire, quoi, et qui sont au-delà de l'amitié. ouais, c'est On peut sûr pas soigner que ouais. ses amis et sa famille, quoi. Donc, tu penses que c'est préférable d'orienter la personne vers un autre Ouais, ouais, ouais. spécialiste que avoir bah, justement double facette, ami et à la fois sexologue ou psychiatre ou autre, que c'est bien de peut-être d'avoir une espèce de distance avec ses patients. Bah, je pense qu'on peut pas avoir la double étiquette par rapport à ses amis et qu'effectivement, c'est bien le principe du thérapeute, c'est d'être cette personne tiers qui ne connaît pas l'autre et à qui finalement on peut tout dire parce que l'autre ne peut pas avoir de jugement, il a pas de références sur lesquelles porter un jugement. Et c'est pour ça que ça marche la thérapie, quoi, hein. Ça marche parce qu'on vient voir quelqu'un qui nous connaît pas et à qui on va pouvoir livrer les choses un peu comme on veut. Et puis comme ça, l'autre va petit à petit apprendre à nous connaître avec ce qu'on donne. Et puis on va régler les problèmes ensemble, quoi, sans jugement. Les choses vont venir d'elles-mêmes petit à petit, quoi. Il n'y a pas de base de référence. Alors qu'avec un ami, c'est plus difficile. Il y a des choses, notamment par rapport à la sexologie, quand même, puis même en psychiatrie, mais surtout en sexologie, les choses de l'intime, c'est quand même compliqué d'aller venir questionner son ami sur des choses un peu Mmh. complexes de l'intimité, voire des traumatismes dans l'enfance. Enfin, après, on rentre dans une intimité c'est fragile, quoi, hein, et donc, je pense qu'il faut vraiment un cadre. Et c'est bien pour ça qu'il y a il y a des thérapeutes qui existent, quoi, que ça marche et qu'il y a des gens qui vont les voir. Oui. Mais du coup, à l'inverse, est-ce que quelqu'un t'a déjà, je veux dire forcer la main, mais c'est un peu fort, mais est-ce que quelqu'un de ton entourage t'a déjà sorti un peu le coup de bah, puisque t'es sexologue, qu'est-ce que t'en penses, mais en mode Dr Love, tu vois, genre elle te demande Ouais, comme une consultation gratuite, tu vois, est-ce que ouais. ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé avec une amie et elle était en grande difficulté, donc j'ai accepté entre guillemets de faire un entretien, mais qui était pas vraiment un entretien comme je l'aurais fait de manière habituelle, quoi, dans le cadre de soins. Hmm. Mais j'ai eu un entretien d'écoute, d'orientation et d'analyse un peu de la problématique pour essayer en tout cas de l'orienter sur les problèmes sous-jacents et ce qu'elle aurait à traiter par la suite, mais pas avec moi. Donc c'était une espèce d'entretien un peu de débroussaillage. Donc j'ai accepté de faire avec elle parce qu'elle était en grande difficulté dans les relations avec les hommes, dans sa propre sexualité, et que je pense qu'elle était tellement en souffrance qu'elle avait besoin de comprendre avec quelqu'un ce qui se passait, et elle a considéré que j'étais sûrement quelqu'un qui était à même de pouvoir l'aider là-dedans. Donc on a effectivement pu travailler sur des choses et c'était intéressant, et après elle a poursuivi avec son propre psychiatre et puis en cogitant par elle-même parce que c'est une fille intelligente. Après, j'ai déjà eu aussi, du point de vue psychiatrique, des gens qui m'ont forcé la main, des gens un peu avec des troubles de personnalité, qui viennent uniquement s'adresser à toi parce que t'es psychiatre, et donc ils viennent uniquement te parler Waouh. quand ils sont en dépression et qu'ils ont besoin à ce moment-là que tu sois un thérapeute pour eux. Sauf que non. On est amis, et soit tu me considères comme ami, soit je suis ton thérapeute, mais dans ce cas-là, il y a un cadre de soins établi, et on s'envoie pas des mots comme ça par Messenger pour régler un problème, quoi. Hmm. Voilà, donc des fois, il y a des gens qui peuvent déraper, et je pense qu'après, il faut savoir jongler selon les personnes, évidemment, et puis le degré de souffrance, hein. Euh, Quand on a une compétence, on est là pour la mettre au service de l'autre aussi, et voilà. Mais faut garder, je pense aussi, des espèces une espèce de cadre, pas trop rigide, mais savoir ramener les choses là où elles doivent être, quoi. Ouais, Je ok. sais pas si c'est très clair. Si, c'est très très clair. C'est juste, je pensais, quand tu as parlé de cette personne qui t'avait posé des questions et du coup qui était venue un peu de manière intéressée, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Euh,
Je me demandais, genre, c'était déjà arrivé qu'on te mette dans une situation encore plus délicate où on te demande, genre, est-ce que tu peux me prescrire des anxiolytiques ou des antidépresseurs Non, ça je le fais pas. Non, non, pas que tu le fasses. Est-ce qu'on Ah t'a oui, oui. déjà demandé, genre Non, non, Ouais. non, 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 ça, moi, non, non. Je rencontre plutôt des gens qui sont d'ailleurs anti-médicaments, qui appellent ça finalement des drogues. Donc non, j'ai l'impression de plus connaître des gens effectivement qui sont contre de toute façon les anxiolytiques et toute forme de psychotropes. Donc finalement, Est-ce je que suis tu peux pas peut-être harcelée par expliquer ça. ce que c'est que les anxiolytiques? Ouais. Désolée de t'avoir coupé la parole. Pardon. Alors, les anxiolytiques, du coup, ça appartient à la classe des psychotropes. Donc, les psychotropes, en fait, c'est toute une classe de médicaments qu'on utilise en psychiatrie et dont l'action, en fait, va agir au niveau de récepteurs neurologiques qui vont avoir différentes fonctions. Donc, on a les anticonvulsivants, donc empêchent de convulser, hein, tout simplement, on va être très simple. On a tous les neuroleptiques qui agissent sur le système dopaminergique dans le cerveau et qui empêchent qui permettent plutôt donc qui empêchent d'avoir des espèces de délires, hein, soit dans la tête, soit avoir des hallucinations, qui permettent de bien penser, qui permettent de pouvoir réfléchir correctement. On a les anxiolytiques, donc les anxiolytiques c'est une classe notamment on connaît les benzodiazépines, donc le Valium, le Serestas, les Xanax, les Temesta. Donc les gens ça en général connaissent plus ou moins, des fois leurs médecins généralistes ont pu leur proposer. Et donc ces médicaments-là, ils sont là pour gérer le stress, l'angoisse. Ils sont très intéressants, mais il faut effectivement pas en abuser. Il faut que la prescription soit assez encadrée. Parce qu'on peut développer des dépendances et puis sur le long terme ça peut créer des troubles de mémoire, voire peut-être des démences précoces. Il y a des études là-dessus qui sortent de plus en plus, donc c'est des super médicaments mais à utiliser ponctuellement et de manière très encadrée. Voilà, donc agir sur l'angoisse pour les anxiolytiques. Je sais pas s'il y avait à plus à... Merci beaucoup. Ouais. Oui, non, mais c'est juste que je pense que c'est pas un terme que connaissent tant de monde que ça Ouais, qui sont possible. pas issus du domaine médical. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait cool qu'on explique ce que c'est. Antidépresseur, autant c'est un peu plus connu comme mot. Ouais, voilà. Mais D'ailleurs, je les avais oubliés. ok. Ils font partie des psychotropes aussi. Oui. Ok, super. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir donc psychiatre et par la suite sexologue? Est-ce que c'est vraiment l'entourage, donc la famille, comme tu expliquais, ou est-ce qu'il y a eu un petit truc en plus qui t'a fait dire oui, c'est cette voie-là que j'ai envie de prendre? C'est pas une réponse évidente. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de raison rationnelle précise. En fait, mais en fait, j'avais la psychiatrie, ça me plaisait déjà, on va dire, au lycée en terminale, quand on a commencé à faire les cours de philo. Je me suis rendu compte que tout ce qui était sciences humaines, ça m'intéressait bien. Tout ce qui était psychologie, il y avait légèrement des notions de Freud, etc. Donc ça m'intéressait pas mal. Et après, en commençant un cursus de médecine, bon, forcément, on en vient à se poser la question de la spécialité quand on se rapproche du concours de la 6e année, le concours d'internat. Et clairement, c'était la psychiatrie qui me correspondait le plus, que c'est multidisciplinaire en fait. Hein. On traite le corps, on traite l'esprit, et pour moi, il y a une cohésion totale entre les deux. On peut pas rejeter l'un ni l'autre. On peut pas soigner que l'un ou soigner que l'autre. Et en psychiatrie, on a cette opportunité finalement de traiter les deux, d'être dans une écoute globale du patient, donc c'est génial. Après, pour la sexologie, c'est venu justement au moment du concours de l'internat, donc en 6e année. Donc j'étais sûre de ma voie de psychiatrie et en fait je voulais me spécialiser parce que j'avais pas envie d'être juste un psychiatre lambda, j'avais envie d'avoir ma petite particularité parce que j'aime bien avoir ma petite différence on va dire, et je me suis dit dans mon boulot aussi j'avais envie d'avoir ma petite particularité. La dictologie ça me tentait pas trop, la médecine légale non plus. Bon, il y en a pas 36 000 en psychiatrie, après on peut faire des formations d'hypnose tout ça, mais c'était pas mon dada. Et puis je suis tombée sur la sexologie. Je savais même pas que ça existait en fait, et j'ai juste vu dans le déroulé des formations possibles. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais je me suis un peu intéressée à la question, ce que ça venait traiter, etc. Et je me suis rendu compte que ça me correspondait totalement, parce que finalement, c'est juste être un peu plus dans l'intimité de l'autre et un peu plus résoudre les problèmes du quotidien, quoi. Parce que la sexologie, c'est un problème quotidien pour n'importe qui. Hein. Je veux dire, tous les jours, on est à même à y penser. On a des organes sexuels qui sont là, présents. On a des relations avec les autres. On a des désirs, on a des envies, etc. Enfin, voilà. Et je me suis rendu compte que c'était fait pour moi cette problématique-là. Et puis je pense qu'implicitement il y a tout un tas de choses qui m'ont été aussi renvoyées, notamment je regardais il y a pas si longtemps Mon beau-père, mes parents et moi avec Ben Stiller et Robert De Niro,
un film que j'aime bien cette trilogie, et dedans la maman de Ben Stiller qui joue Greg Fucker est une sexologue un peu délurée, un peu farfelue, extravagante, et mais en regardant cette femme, je me suis dit, mais c'est ça, moi j'ai envie d'être cette sexologue là, un peu extravagante, avec ses bijoux dans tous les sens, ses gestes voilà, un peu extravagants, et qui peut parler de la sexualité de l'autre, et orienter l'autre avec légèreté, et voilà, pour que la sexualité enfin que les gens se réconcilient avec ça, quoi, voilà, simplement. Ouais, c'est rigolo parce que ce film, ouais, il est un petit peu déjanté, enfin, il Ouais. est cool. Et je vois tout à fait la, le profil de la maman Un peu faux folle. un peu, ouais. Mais bien dans sa peau, du coup, tu Oui, vois, elle est un peu, elle met à je sais l'aise, pas. quoi. Elle est à l'aise avec le problème, et Ouais, elle met à l'aise les autres aussi avec le problème, et c'est ça, enfin, je trouve que ça, c'est un peu un idéal, de pouvoir se dire qu'on met à l'aise le patient et qu'on le réconcilie avec tout, quoi, avec toutes les problématiques au départ qui étaient des problèmes, et qui finalement deviennent des amis proches, quoi, hein, tous ces problèmes qui deviennent des non-problèmes. ouais, c'est ça. Et du coup, question un peu bête, je suppose, mais est-ce que vous prêtez aussi le serment d'Hippocrate quand on est sexologue? Pas du tout. Je vais le prêter uniquement pour valider comment dire, mon doctorat de médecine. Par contre, en sexologie, non, il n'y a pas de serment d'Hippocrate, mais on a une charte d'éthique quand même. Entre nous, notamment le fait que les professeurs ne couchent pas avec leurs élèves, et notamment aussi que on s'engage à ne pas coucher avec ses patients. Alors ça, je sais plus si dans le serment d'Hippocrate c'est juste conseillé, ou si c'est une interdiction. En tout cas, dans la charte du sexologue, c'est une interdiction. En tout cas, c'est fortement déconseillé, voire une Ok. interdiction, hein. Beaucoup de problèmes avec Il y ça. a il y a d'autres points un peu comme ça faciles à retenir qui sont dans la charte? Je me souviens plus du reste, j'ai retenu que ça. Ok. Ouais. Bah après, c'est des trucs habituels, hein, de déontologie, hein, c'est aider tout patient qui vient nous voir, ne pas juger, accompagner, mobiliser le maximum de moyens pour aider celui qui est en souffrance, hein, voilà, c'est un peu toujours les mêmes choses, hein, dans le soin. Être humble, Ok. voilà, se montrer humble. Ouais, ça me semble cohérent avec le métier. C'est ça. Et du coup, on rentre un petit peu bah, dans le sujet qui est ton métier. Selon toi, le sexe, il joue quel rôle dans la vie d'un adulte? Est-ce qu'il est important, omniprésent, pas si important que ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Beh, je pense que la sexualité, le sexe, hein, c'est un facteur motivant en fait, pour chaque jour de la vie, hein. C'est quelque chose qui nous tire, c'est une espèce d'élan vers le bonheur, vers un épanouissement personnel, vers un épanouissement social. Ça permet aussi d'apprendre le lâcher prise. C'est un rôle, je vais ressortir le mot, mais d'anxiolyse, c'est-à-dire de traitement des angoisses, hein. On sait très bien que faire l'amour, ça calme les tensions, ça permet un gain de bonheur. On dit que ça permet un gain de vie aussi. En fait, c'est que positif. C'est que quelque chose qui peut être positif. Ça permet le travail à l'autre, ça permet le travail avec soi-même. Et ça permet un moment de relâchement aussi dans nos vies très prenantes, toujours à courir. Ça nous apprend à nous poser, à nous orienter vers d'autres choses, les plaisirs du corps, à comprendre notre corps. Est-ce que c'est omniprésent? Actuellement, je crois qu'on est quand même. Alors, pendant longtemps, fallait pas en parler. La religion avait un espèce de monopole despotique là-dessus. Fallait surtout pas parler du plaisir des femmes. Et puis, la sexualité devait être uniquement reproduction. Depuis les années 60, on a gagné en je dirais pas, il y avait une femme dernièrement que j'écoutais, alors j'ai pas le nom, mais qui disait qu'on n'avait pas gagné en libération sexuelle, mais plutôt libération de la reproduction, puisqu'on on a eu la naissance de la contraception dans les années 60. Là, maintenant, on est dans Mmh. une vraie libération sexuelle, parce que, bon, la contraception, maintenant, elle est là, elle est installée, les femmes peuvent en bénéficier comme elles veulent. Les femmes commencent à s'émanciper, à revendiquer une liberté sexuelle au même titre que les hommes, hein, sans se taper tout un tas de gros mots dans le dos. Mais je dirais qu'on est dans une vulgarisation actuellement, une omniprésence mais vulgaire du sexe. Je trouve qu'on a perdu un certain romantisme, on est dans une projection du corps très vulgaire. Même vis-à-vis des femmes, je trouve que c'est un peu dommage, parce que justement cette libération sexuelle, elle passe au travers de choses très crues. J'ai en tête notamment tout ce qui va être clip de musique. Enfin, je veux dire, on est dans des Mmh. chorégraphies nues très
provocante. Je suis pas sûre que ça, c'est gagner la libération, encourager une image de la femme libre sexuelle. Enfin bon, voilà, ça c'est mon jugement personnel. Je pense qu'on pourrait passer par d'autres manières. Mais disons que oui, le sexe est omniprésent, hein, le corps nu, je crois qu'il y a plus de tabou. Mais bon, de quelle manière faudrait le montrer? Je sais pas si c'est la bonne voie. Hmm. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ça? Je dirais que voilà, peut-être en ce moment c'est un peu maladroit, mais que enfin, on va quand même vers du positif. On peut en parler maintenant, hein, on peut parler du sexe, donc ça faut le souligner, c'est ce qu'on a gagné. Les femmes, les hommes peuvent en parler, chacun peut parler de sa sexualité, de ses aventures. On peut parler aussi maintenant clairement de ses orientations sexuelles. Il y a encore beaucoup d'homophobie, mais de plus en plus, voilà, grâce à tout un tas de mouvements, les LGBT, etc., et des icônes comme ça dans les médias, ben, on peut quand même maintenant revendiquer le droit, merde, d'avoir son orientation sexuelle. Et ça, c'est super. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, je dirais. On est dans un mouvement de transition. Je pense qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est encore un peu maladroit, mais je pense qu'on va vers du positif, hein, par rapport à là où on part. En tout cas, c'est clair que on peut dire que quand même on a gagné plein de choses actuellement en termes de liberté. Ouais. C'est vrai qu'on a gagné pas mal d'autres représentations qui sortent du schéma bah, du couple hétéro. C'est ça. Mais on est allé même plus loin, je pense, avec par exemple tout ce qui. Bah, tu le disais LGBT, donc Q, A et autres abréviations. Mais récemment aussi, on parle d'asexualité. Ouais, c'est ça. C'est c'est aussi quelque chose dont on parlait pas du tout avant, mais c'est aussi le fait de ne pas représenter, c'est, je pense, un problème pour toutes les personnes qui, par exemple, bah, elles sont pas obligées de le savoir qu'elles le sont, et donc vivent très mal le fait de ne pas comprendre leur fonctionnement et donc se trouvent anormales. Et Ouais. pour les personnes qui savent leur mode de fonctionnement, leurs préférences, etc., bah, se sentent sous-représentés. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qu'est la sexualité? Bah, la sexualité, je pense que c'est quelqu'un déjà qui a déjà résolu le problème de sa Ouais. sexualité parce que c'est quelqu'un qui a fait un choix. Effectivement, c'est ce que j'allais dire par rapport. Je fais juste un lien par rapport à ce que je disais que la sexualité est omniprésente de manière un peu crue et on a tendance à nous dire actuellement qu'il faut du sexe, faut du sexe. Je pense qu'il faut arrêter de donner des injonctions aux gens. Chacun est libre de décider s'il souhaite une sexualité ou non et sous quelle forme il souhaite une sexualité. On peut avoir une Mmh. sexualité sans pratique pénétrante, enfin une asexualité physique, mais une sexualité psychique au travers plutôt de quelque chose Romantique d'intellectuel, aussi. voilà, d'épistolaire, d'intellectualisation du sexe autrement, voilà. Donc je pense qu'effectivement actuellement on est un peu trop à dire qu'il faut du sexe partout, une bonne sexualité, surtout être heureux dans sa pratique sexuelle et avoir une pratique. Et donc ça renvoie à ceux qui n'ont pas de pratique, que du coup ils sont anormaux, que du coup ils sont en marge, que ils sont étranges, alors que pas du tout. Je pense qu'on c'est une liberté de choisir aussi d'avoir une asexualité, c'est-à-dire aucune pratique sexuelle, ne pas ressentir de désir, ne pas avoir envie d'avoir un rapport sexuel. C'est autant une liberté que de le vouloir. Et on ne peut pas reprocher ou stigmatiser des gens comme ça. Voilà, chacun gère sa sexualité au niveau où il souhaite le gérer, soit intellectuellement, soit physique, soit pas du tout. Mmh. Il y a des personnes qui choisissent de pas du tout investir cette fonction-là et c'est leur liberté, c'est leur droit et on ne peut pas les juger pour ça, effectivement. Oui, il y en a qui en ressentent pas le besoin et du coup, c'est vrai que de voir autant d'injonctions à, bah, en fait, le sexe, on voit des images de ça toute la journée ou du moins des images très suggestives de Mmh. femmes à travers la publicité ou à travers tous les médias en fait en général. Et du coup, on a cette espèce de norme qui est une femme dévêtue ou du moins on voit ses formes, et cetera. Et donc une personne, homme, femme ou autre, qui voit bah, tout ce truc autour du sexe et qui lui est perdu à côté en mode mais moi Ça. j'ai pas envie. C'est vrai que ça doit être bah, pas hyper cool à vivre
Et C'est non, mais c'est oppressant. tout. C'est oppressant. Et puis, Émilie, tu pointais du doigt quelque chose d'important aussi. Tu disais, il y a aussi un manque de connaissances. Mais clairement, on a un manque de connaissances Ah oui, surtout pour les j'allais femmes, revenir à un ça. manque de Ouais. connaissances sur le fonctionnement sexuel déjà de base et sur notre anatomie, sur comment on est foutu. Alors pour les hommes, c'est un peu plus évident parce que c'est extériorisé. Pour les femmes, il n'y a pas eu de planche anatomique jusqu'à très récemment. Et il a fallu attendre il y a 1 an pour avoir une représentation 3D du clitoris. Moi, je fais partie des filles qui Ouais. ont grandi sans avoir aucune notion en fait de comment était foutu mon sexe. Et comme toutes les femmes, on le découvre à l'occasion de nos découvertes masturbatoires. Et encore, on n'a pas une représentation pleine de comment c'est foutu. En médecine, on découvre un peu les planches parce que forcément on parle du vagin dans les cours de gynéco, etc. Il a quand même fallu que j'attende mon DU de sexo pour comprendre clairement comment était foutu quand même le clitoris, comment ça fonctionnait, C'est fou, comment ça. ça devait fonctionner aussi, parce que on dit à beaucoup de femmes qu'elles fonctionnent pas normalement parce qu'elles vont pas mouiller ou parce qu'elles elles peuvent pas être pénétrées et donc on culpabilise alors qu'en réalité on n'a aucune connaissance de comment ça devrait marcher et beaucoup d'hommes par exemple ne savent pas du tout comment fonctionne réellement une femme dans son activité sexuelle, dans le déroulé en fait, dans les étapes dans lesquelles ça doit se passer, notamment au niveau des réactions physiques locales du sexe. Et on est beaucoup plus au courant pour le fonctionnement masculin. Bon bah voilà, il est excité, il y a une érection, bon. Pour les femmes, on sait rien. Et c'est encore actuel. Hein, donc il y a beaucoup de filles qui commencent à faire des vidéos quand même pour parler de ça, et c'est super pour expliquer d'où part le plaisir, comment on donne du plaisir à une fille, comment ça doit se passer. Donc ça commence un peu à se démocratiser, mais c'est une honte quoi. Enfin, c'est que maintenant qu'on commence un peu à en parler. Et il y a un manque d'éducation sexuelle, clairement. Et pourtant, c'est obligatoire dans la loi. Mais c'est pas fait. Normalement, c'est obligatoire en 3e. Il doit y avoir un cours de 20 minutes, je crois. Enfin, c'est une honte pour la durée imposée, mais et en réalité, c'est pas fait et c'est mal fait parce qu'au lieu de parler de sexualité, on parle de reproduction. Et donc on parle pas du tout du vrai problème quoi. Et il faut qu'il y ait des cours d'éducation sexuelle réels, qu'on explique aux gamins comment fonctionne un sexe d'homme, comment fonctionne un sexe de femme, comment ça fonctionne au niveau du cerveau sexuel, c'est-à-dire dans le cerveau comment ça se passe, pour expliquer que quand il y a une excitation, comment ça se passe l'excitation, le désir chez l'homme, chez la femme, parce qu'il y a quelques nuances, et comprendre les réactions locales aussi, comment le plaisir se manifeste au niveau, le désir et l'excitation se manifestent chez l'homme et comment ça se manifeste aussi chez la femme. C'est différent chez l'homme et la femme. Et donc, il faut que l'homme soit au courant pour la femme, comme la femme doit être au courant pour l'homme. Et entre sexes, évidemment aussi, pour les gens qui sont d'orientation homosexuelle. Mais du coup, c'est vraiment honteux, quoi, qu'on en soit là à notre époque, quoi. Ouais, franchement, moi je trouve que ça fait même peur qu'on ait si peu d'éducation à ce sujet, qui est un sujet totalement qui fait partie de la vie de chaque personne, même de petit à grand, à senior, à la mort. Et notamment, enfin, je tiens à le préciser parce qu'on l'a pas encore dit, mais l'organe du plaisir masculin, du coup, est très bien connu, donc c'est le pénis, organe donc comme tu disais extérieur qu'on peut voir, mais l'organe du plaisir de la femme n'est pas le vagin, mais le clitoris C'est ça. Et ça, donc ça s'apparente, je vais le faire grossièrement parce que je suis pas sexologue ni médecin ni quoi que ça, mais donc c'est une espèce de petit bouton qui donc se trouve à l'intérieur des lèvres et qui est plutôt vers le haut, qui est juste au-dessus du méa uriné, je sais pas comment ça se prononce, Du mais méa ce genre de... urétral, ouais. Voilà, exactement. Et plus loin, on retrouve donc l'entrée du vagin. Et donc ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, puisque dans les représentations d'actes sexuels, donc que ce soit film ou que ce soit porno, carrément, on va voir le plaisir de la femme à travers la pénétration et la pénétration brutale. Or, c'est pas par là, ça participe évidemment, le vagin peut participer à l'excitation, au plaisir, etc. Sauf que malheureusement, ce n'est pas là que se situe, on va dire, le Pas du tout. déclencheur. Pas du tout. Et ça, c'est fou. Et on peut faire même un parallèle, parce que en précisant un petit peu ce que tu as dit, Monique, était très bien. L'organe du plaisir chez l'homme, c'est
pas vraiment le pénis, c'est le gland du C'est le pénis. gland? Ouais, C'est la OK, ouais. partie sensible, en fait. C'est vraiment cette partie-là qui est la plus sensible, on va dire la plus érogène. Le pénis en lui-même, il est sensible, il y a une innervation, mais c'est vraiment le gland qui est sensible. Et chez la femme, en fait, le sexe de la femme est comme le sexe de l'homme. C'est juste qu'il s'est développé avec une partie extérieure et une partie intérieure. Et en fait, chez l'homme, ce tube-là, il contient 3 petits tuyaux qu'on appelle, il y a 2 corps caverneux, hein, et un autre corps qu'on appelle le corps spongieux. Pour le clitoris, en fait, on a pu montrer dans les planches anatomiques maintenant les représentations qu'on a. Donc la partie qui sort, en fait, le bout du clitoris, qui est au-dessus du méa rétral, hein, ce que tu as appelé le petit bouton, ce morceau charnu mais sensible, c'est juste une partie du clitoris qui est infime par rapport au clitoris en lui-même. Et ça correspond au gland de l'homme. C'est la même chose. Sauf que nous, c'est notre gland, c'est ça. C'est notre gland du clitoris, c'est cette partie-là, qui est sous le capuchon, qui est très sensible et que la femme peut toucher pour se masturber et qui devrait être une partie intégrante du rapport sexuel. Et en fait, à l'intérieur, on a pareil, on a 2 branches qu'on appelle aussi des corps caverneux, aussi, comme chez l'homme. Sauf que nous, au lieu d'être deux bâtons linéaires, de cylindriques, c'est 2 bâtons cylindriques, mais ça part en 2 branches indépendantes qui s'écartent légèrement. Et en fait, ces branches-là, elles sont entourées des muscles vaginaux, des muscles urétraux, enfin voilà, tout le plancher pelvien. Et c'est pour ça que pendant la pénétration, il y a une participation évidente, bien sûr, de l'acte pénétrant dans le plaisir, parce que ça vient contracter tout ça autour normalement du clitoris et ça va participer à la mise en tension du clitoris et à l'arrivée à l'orgasme. Mais c'est le clitoris en lui-même, évidemment, qui est l'organe qui va créer le plaisir et qui va entraîner l'orgasme. Donc c'est pour ça que la plupart des femmes, d'ailleurs, elles stimulent leur clitoris en externe et elles attendent que leur partenaire le fasse aussi bien, parce que c'est de là que va partir une excitation suffisante qui va permettre une bonne pénétration, c'est-à-dire une pénétration où la femme sera assez lubrifiée pour accueillir la pénétration, et jamais de la vie une pénétration à sec, qui va faire mal, qui va créer un réflexe de contraction du vagin, et qui va casser complètement. La femme n'arrivera jamais à jour dans ces conditions, clairement. Et ça, c'est ce que tu dis, c'est que c'est ce qu'on voit dans la pornographie, mais ça, c'est du fantasme masculin. C'est le fantasme masculin de la domination, c'est-à-dire de l'acte forcé. Ça fait partie de l'un des fantasmes. C'est pas une réalité en pratique. Hein. Une femme, elle doit être préparée pour accueillir la pénétration, parce que le vagin en lui-même, il est très peu innervé, et donc le vagin en lui-même ne donnera jamais aucun plaisir. C'est pas le vagin, effectivement, qui amène le plaisir, c'est le clitoris. Donc on est sur à savoir que Vas-y. Non, à savoir que en plus certains médicaments peuvent jouer sur le fait d'être lubrifié ou non. Par exemple, une prise de n'importe quoi, mais je sais que peut-être une prise d'antibiotiques ou même la prise de la pilule sont des choses qui peuvent assécher ou du moins jouer pas en la faveur de la lubrification naturelle. Du coup, dans ces cas-là, faut pas hésiter à le faire savoir ou bah tout simplement acheter de quoi lubrifier. Enfin là on parle, j'ai l'impression qu'on va faire une explication concrète. Mais non, mais c'est des questions très pratiques, mais en fait c'est vrai que c'est important. Alors en fait tout médicament en réalité entraîne des troubles sexuels. Hein. Donc par troubles sexuels ça peut être des troubles de la lubrification, hein, chez l'homme ou chez la femme. Alors ça va être un peu plus visible chez la femme, parce que nous ça fait vraiment partie normalement de notre étape d'excitation sexuelle, cette phase de lubrification. Donc effectivement il y a beaucoup de médicaments qui peuvent entraîner des troubles sexuels, donc on peut pas trop stigmatiser tel ou tel médicament. Les principaux en fait médicaments qui peuvent entraîner ça serait plutôt les antidépresseurs, justement, donc les médicaments type de lutte contre la dépression. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter son traitement antidépresseur, hein, parce qu'en fait ça entraîne pas un blocage, ça va peut-être entraîner que la lubrification va venir faudra un petit peu plus de temps pour qu'elle vienne, mais elle va venir quand même. Donc il faut pas penser que les médicaments empêchent. Ça peut favoriser un problème, mais ce problème, il n'est pas forcément sans solution. En réalité, c'est juste que les étapes les étapes vont peut-être être un peu plus longues, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être un peu plus de préliminaires parce que on est sous ce médicament-là, mais ça empêchera pas en fait. Si une femme n'arrive pas à jouir, c'est qu'elle n'est pas excitée. C'est qu'elle n'est pas excitée, ou alors c'est il peut y avoir vraiment un défaut local, ou voilà. Mais généralement, c'est soit elle n'est pas assez excitée, donc c'est-à-dire que le partenaire, ou en tout cas ce qui se passe entre les 2 partenaires, n'est pas suffisant pour qu'il y ait une lubrification assez importante localement. Et ça, c'est un problème fréquent hein, chez les femmes, mais ça vient aussi beaucoup de ce qui peut se jouer dans la relation à l'autre. À 2, je veux dire. Souvent, c'est que pour les femmes, il faut un temps long d'excitation, et donc il faut des préliminaires très longs, il faut prendre le temps. Mais ça viendra.
C'est une femme qui est rassurée, qui est dans un confort de sa sexualité, du préliminaire. Normalement, ça lubrifie naturellement. Alors après, si c'est pas assez suffisant et que ça frotte un petit peu, que c'est irritant, effectivement, on peut utiliser un petit peu de lubrifiant, mais je pense qu'il faut pas présenter ça comme l'outil de solution à employer en premier. Bien sûr. Il faut d'abord, entre guillemets, j'appelle ça s'acharner, mais sur le plan physique, c'est-à-dire il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps que la réaction sexuelle se fasse. Mais ouais, mais c'est vrai parce que on est trop dans la réponse immédiate. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps et se faire confiance. Et une femme ne doit pas se sentir coupable parce que tout de suite, immédiatement, elle est pas encore lubrifiée. Bah, c'est peut-être que justement, elle est pas encore assez excitée. Et peut-être qu'il faut continuer un petit peu à s'acharner sur les zones érogènes et pas que sur le sexe. Et voilà, messieurs ou mesdames, il faut bien penser à aller partout. Hein. Le corps en lui-même est plein de zones érogènes et la lubrification, elle va venir parce que justement tout ça est un peu titillé et que la dame est en confiance et se sent bien et se sent excitée, quoi. À savoir que ces zones érogènes dont tu parles varient selon les corps, on n'est pas tous sensibles au même endroit, donc c'est ça, exactement. Donc, à chaque corps sa carte et ses secrets. Exactement, exactement. Il faut apprendre à les connaître soi-même et avec l'autre, exactement. Mais voilà, mais bien sûr il y a des solutions. Hein, juste pour dire, parce que sinon on va dire que j'ai un discours hyper rigide. Faut que de la pratique. Non, mais on peut utiliser les lubrifiants, évidemment, il y en a, c'est que ça sert, hein, mais voilà, c'est juste pour éviter que justement il y a un réflexe un peu de on va utiliser tout de suite le lubrifiant parce que oui, il faut pas le dégainer minute 2, quoi. C'est ça. Ok, et du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu penses que le physique, ou du moins ce qu'on appelle l'apparence physique, ce qu'on rejette, ce qu'on projette pour les autres, est-ce que c'est déterminant sur la création de potentiels troubles de personnes qui viennent te voir, donc de patients? Je pense que c'est très aléatoire. Je dirais que quelqu'un qui est pas à l'aise forcément avec son corps et qui a pas résolu ce problème, dans le sens où du coup il se sent inférieur, il a ce qu'on appelle des négations négatives dans le jargon, c'est-à-dire il va pas avoir confiance en lui, il va être anxieux, il va avoir une anxiété de performance, c'est-à-dire il va s'angoisser à l'avance sur ce qui va se passer avec son partenaire, sur ce qu'il va devoir donner, le plaisir qu'il va devoir donner, etc. Et en plus en se disant que de toute façon il plaît pas, qu'il est moche, etc. Forcément lui il va avoir des problèmes sexuels. Il va avoir des problèmes dans l'excitation, il va peut-être même avoir des problèmes de désir, c'est-à-dire il pourra pas ressentir d'attirance vers l'autre et d'envie d'avoir un rapport sexuel, donc ça peut être très bloquant. Autant que je pense que ça peut être quelqu'un qui est pas forcément content, satisfait de son physique, mais qui aura résolu ses cognitions négatives en se disant que de toute façon il doit s'accepter comme il est, que de toute façon on peut pas forcément attendre de se plaire soi-même pour plaire aux autres. Il faut faire confiance aussi à ce que nous renvoie l'autre, c'est-à-dire à ce que nous dit l'autre, qu'il nous aime, qu'on lui plaît comme ça, etc. Donc quelqu'un qui aura réussi à dépasser ça, je pense que lui, il va pouvoir avoir une sexualité très épanouie. Hein. Y a des gens qui n'ont pas des physiques du tout faciles, je pense, qui ont dépassé cette idée qu'ils devaient se conformer à un modèle ou ressembler à une normalité. Voilà, hein, et il y a plein de gens qui ont une sexualité de folie et qui pourtant d'apparence on pourrait dire dans la critique, dans le stéréotype, celui-là il doit être tout seul et il a sûrement aucune activité sexuelle. C'est faux. Voilà. Donc c'est un peu la réponse, elle peut pas être tranchée. Je pense que ça dépend vraiment des profils de gens, mais ça peut être un facteur bloquant et très inhibant, ça on est d'accord. Ok. Et selon donc les études de psychologie, psychiatrie ou autre, et notamment en sexologie, est-ce qu'il y a des sexualités qu'on appelle normales et des sexualités qu'on appelle déviantes? Non, il y a pas. Alors, c'est difficile de dire. Il n'y a pas de modèle pour une sexualité normale. Par contre, effectivement, on classe encore ce qu'on appelle les paraphilies, c'est-à-dire toutes les sexualités pour lesquelles en fait on désigne que le désir sexuel comment le formuler bien, né en fait d'une attirance pour autre chose qu'un être humain. C'est-à-dire dans les paraphilies, on regroupe donc déjà toutes les pédophilies,
c'est-à-dire le fait d'être attiré par un Mhm. enfant, de fantasmer des choses sexuelles par le biais de l'enfant. Tous les zoophilies, le fétichisme. Le fétichisme, c'est quand le désir sexuel, en fait, on ressent une envie sexuelle, l'envie d'avoir un rapport et on se sent excité par ça, par un objet. Donc ça peut être une chaise, une chaussure, hein, c'est le grand cliché, la chaussure en général. Voilà, il y a plein de sexualités différentes. Il y a l'exhibitionnisme, c'est-à-dire en fait, on a du désir et une excitation sexuelle par le fait de s'exposer nu et de éventuellement se masturber nu en public et l'idée qu'on peut être vu. Voilà, enfin, tout le sadomasochisme aussi. Donc ça, c'est des sexualités qu'on pourrait appeler déviantes, hein, qui sont classifiées dans les paraphilies Mhm. et qui sont notées dans le DSM-5, qui est le bouquin de diagnostic d'évaluation de diagnostic en psychiatrie. Mais après, sinon, je dirais que pour une sexualité normale, c'est-à-dire le fait de ressentir du désir et d'être attiré, et de ressentir une excitation sexuelle par le biais d'un adulte, voilà, quelqu'un de notre âge humain, il n'y a pas de modèle. Après, hein, chacun a la sexualité qu'il veut, il n'y a pas de norme. Hein à ce Ouais. niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'on Mhm. norme dans le sens on doit être attiré par quelqu'un d'humain, d'homme à homme, quoi, et d'humain à humain, je veux dire, et dans des classes d'âge correspondantes, hein, voilà. Et du coup, c'est quoi les plus grands mythes sur le sexe avec lesquels sont venus certains de tes patients, genre les croyances fausses qui reviennent le plus? Alors, j'ai pas eu de patients qui m'ont rapporté ça, mais j'ai réfléchi un peu à la question. Je pense que dans les choses les plus courantes, les fausses croyances qu'on a, c'est de dire, par exemple, qu'un homme avec un gros sexe, c'est forcément un don juan au lit. De dire que les femmes, elles aiment être dominées, voire genre, être violées. Alors ça, c'est un des grands mythes, hein, je pense encore actuel. Fausse Mhm. croyance, hein. De dire qu'une femme, justement, elle prend son pied par la pénétration, de dire qu'une femme qui dit non, elle dit oui, de dire qu'un homme n'aime pas être dominé. Tout ça, je pense, c'est des fausses croyances et bon, on commence un peu à en sortir. Hein, je pense qu'il y a pas mal de Mhm. gens qui commencent un peu à casser tout ça, mais je pense que ça traîne toujours un peu dans la mentalité, hein, quand même. Ouais. Et bon, j'espère que ça va changer. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi une espèce d'autre fausse croyance ou d'un autre stéréotype qui est que l'homme, donc, ou du moins la personne qui est identifiée comme homme, doit être fort, viril et qui doit prendre les devants et tout faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, d'assez arriéré, même si c'est un peu violent dit comme ça. Mais c'est quelque chose que je constate encore dans mes discussions avec mon entourage ou autre, comme quoi l'homme doit tout faire, l'homme est fort. C'est ça, il doit tout porter et surtout la femme doit rester passive et sans initiative. Mais ça, Mmh, c'est la vision d'une société machiste hein, qui s'applique en fait à la relation bien sûr. sexuelle. Alors qu'en réalité, je pense qu'en réalité, les hommes aiment au contraire quand la femme peut avoir un peu sa décision, mener un peu la danse, surprendre un peu l'homme. Mais je pense que les hommes souffrent quand même de cette position aussi d'être tout le temps, surtout je pense nos générations actuelles, hein, parce qu'on sort quand même de Mmh, cette société de plus en plus machiste misogyne et je pense que les hommes commencent à revendiquer de plus en plus leur part féminine hein, et aussi cette part de sensibilité où ils ont aussi envie d'être des fois un peu bousculés, ils ont envie aussi d'être un peu dominés aussi par les femmes et les femmes je pense aiment aussi avoir cette position pouvoir exprimer cette position un peu de pouvoir et que les choses se renversent hein, évidemment qu'il y a un échange un peu mobile mmh. qui soit un peu répondant quoi hein, donc non, je pense que les choses bougent quand même, encore. Ouais. Mais on doit Ouais. encore avancer, quoi. Mm. C'est juste que je trouvais que jusqu'à maintenant, on parlait vachement des pressions potentielles que la femme peut subir, mais en fait, une énorme pression que subissent les hommes ou d'autres identités, c'est notamment le fait d'avoir tout à porter sur leurs épaules, qui est bah, vas-y, débrouille-toi. Tu dois tout faire et donc je tenais à le souligner que évidemment, ces espèces de pression sociale, espèces de carcans, dessinés que, Mhm. l'homme doit tout faire, c'est aussi faux. Mhm. Ça fait Mhm. partie des fausses croyances et puis, qu'il y a pas que les femmes qui subissent des pressions lors des rapports sexuels, les hommes notamment Mhm. sont soumis à des fortes, pressions sociales. Ah oui, Voilà. oui, bien sûr. Mais même en termes d'injonction par rapport aux hommes, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des femmes et peu des hommes, mais c'est vrai que les hommes subissent très tôt quand même un modèle imposé de sexualité. On leur dit que très tôt, hein, quand ils sont à la puberté, donc vers 11-12 ans, à ce moment, ils découvrent un peu
le plaisir masturbatoire, etc., la pornographie. Donc, on leur dit tout de suite qu'il va falloir qu'ils sachent faire l'amour, en fait. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'accrochage à la pornographie où ils pensent apprendre la sexualité. C'est parce que justement, on leur fout une pression énorme de ça va être à toi de mener la danse, mon gars, et de savoir diriger le truc. Et ça doit être pesant, quoi, effectivement. Hein. Et bon, j'espère qu'on va en venir, ça passerait par l'éducation sexuelle qui permettrait ça aussi, mais de rassurer les gens, Ouais. en fait, qu'on peut apprendre tranquillement à deux la sexualité. Déjà seul, c'est bien, au début, d'apprendre à se connaître, et puis après, le reste, ça se fait à deux, quoi. Hein, il n'y en a pas un plus Ouais. que l'autre qui doit porter la responsabilité de ce qui doit se jouer. Donc, comme disait Marion, donc on est facilement amené à regarder de la pornographie, que ce soit très jeune ou moins jeune ou n'importe quand. Et il y a donc les choses bougent, les choses vont vers le mieux et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a encore un petit fossé qui est que les hommes ou même les adultes en général pensent qu'un vrai corps de femme, c'est un corps de femme, d'une fillette de 6 ans, c'est-à-dire, imberbe, au niveau des parties génitales, imberbe, au niveau des aisselles, imberbe au niveau des jambes, qu'une femme, naît imberbe et qu'elle le reste toute sa vie. C'est vrai que c'est un petit point que je souhaite aborder parce que ce n'est pas le corps naturel de la femme, c'est un corps transformé et que je trouve ça dommage qu'encore aujourd'hui, autant chacun fait ce qu'il veut, de son corps, des modifications corporelles, qui incluent par exemple, l'épilation, le rasage, tout ce que vous voulez. C'est juste que ce serait cool que les gens se rendent compte que c'est un corps modifié et non naturel et qu'il est loin d'être repoussant. Il est en fait dans son état, le plus basique en fait et en fait, c'est juste que je me rends compte qu'il y a pas mal c'est plus d'hommes du coup vu qu'ils ont pas, ce corps-là, mais que, le corps de la femme, a aussi des poils comme un corps d'homme vu que c'est un corps, mature, adulte et que c'est encore, je sais pas, hyper choquant pour les gens de se dire que: «Putain, une femme, peut avoir des poils, mais c'est repoussant». Enfin, je sais pas, je Ouais, trouve ça c'est aberrant vrai, encore c'est vrai. aujourd'hui. Ouais, on est dans des stéréotypes d'images qui sont véhiculés depuis longtemps parce que finalement le soin cosmétique, je crois, de la femme, ça remonte quand même assez longtemps. Hein. Mmh. Cela dit, les hommes aussi, fut un temps à la Renaissance, ont pu aussi passer par du maquillage, des coiffures et tout. Pour l'épilation, Oui, oui. je sais pas, mais je pense que les femmes s'épilaient déjà à la Renaissance. Au Moyen Âge, je pense pas. Au Moyen Âge, je crois Moi qu'ils je étaient sais assez que vieux. c'est depuis pas si longtemps que ça, il me semble que je vais peut-être dire des bêtises, mais je suis quasiment sûre que dans les années 80 ou alors peut-être un peu avant. Enfin, j'ai vu pas mal de films et notamment, c'est un film, italien hyper connu et donc je suis dégoûtée, de pas pouvoir citer le nom parce que du coup ça me fait passer un peu, pour une teubée, mais c'est pas grave et dans ce film, on voit une femme, danser. Ils sont tous autour d'un feu de camp et en fait, la femme a des aisselles, même extrêmement poilues. Ouais, Aujourd'hui, on pourrait même croire que du coup, par rapport à notre norme, qu'elle a limite une prothèse, donc une espèce de mini, perruque, au niveau des aisselles et je me rappelle donc que j'ai vu ce film en cours d'italien quand j'étais étudiante et je me rappelle que toute la classe a émis, une espèce de dégoût, donc oral, c'est-à-dire enfin sonore, «Oh mon Dieu!» genre, ouais, dégoûtée et même moi du coup, j'avais pas encore parcouru ce cheminement de c'est quoi qu'être une femme et c'est quoi, après chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais faut aussi savoir, de quoi on part bien sûr. et je me rappelle avoir moi-même été choquée de ma propre réaction et d'avoir fait genre: «C'est quoi ça?» alors que j'ai le même corps que cette femme en vrai, tu vois? Mmh Mais mh. genre j'étais en mode: «Mmh, c'est étrange, pourquoi elle a autant de poils?» mais ouais, C'est vrai que la voilà. place de l'esthétique, non, mais c'est vrai ce que tu dis. Je pense que c'est pas maintenant l'idée du cosmétique et du soin du corps et de comment une Mmh. femme doit faire attention à son corps. Je pense que ça remonte pas aujourd'hui, mais ça c'est encore une question plus générale. Après, par rapport au poil, je pense que dans les années 60, il y a eu un relâchement, effectivement, à un moment donné, parce qu'il y a eu cette espèce de mouvement de femmes quand même qu'on dit à un moment donné arrêtez de nous faire chez les hommes. Nous aussi, on veut un peu pouvoir être comme on veut. Bon, je pense qu'après ça s'est vite repris. On est dans une société de l'hyperesthétisme, hein, faut arrêter. Encore une fois, on parlait de l'hypersexualité partout, des pubs partout. Bon, il y a des nanas partout, avec des corps complètement sublimés, bon, par
les outils médiatiques, enfin d'ordinateur, mais dans le fond, on a quand même des top modèles derrière qui ont des physiques bien arbitraires. Qui sont les idéaux de beauté actuels, c'est-à-dire comme tu dis une femme jeune, c'est-à-dire modèle 14 ans, parce que les mannequins ont entre 14 et 15 ans, je crois en plus, qu'on vend pour des femmes de 25 sur l'image, et qui sont une peau très blanche, hyper épilée, parfaite, sans impureté, voilà la pureté quoi. Cette idée que rien ne pousse, aucune imperfection. Et en fait, le fait d'être au naturel, effectivement, maintenant, ça devient bizarre puisque du coup, on vit dans une autre image. On a créé la femme dans un modèle de perfection, de perfection imaginée, parce que du coup, qu'est-ce que la perfection, hein? Mais du coup, de revenir à des choses naturelles et de dire, bah ouais, mais enfin, pourquoi l'homme aurait plus le droit d'avoir des poils? Ça veut dire qu'un homme devrait être plus moche qu'une femme, devrait être belle. Enfin, qu'est-ce que c'est ça de nous tenir dans une espèce de modèle idyllique? Voilà. Et après, il y a quand même une tendance chez les hommes actuellement aussi à de plus en plus s'épiler, hein, quand même, notamment les aisselles. Hein. Donc, en fait, on n'avance pas trop dans. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a deux modèles. Hein. Il y a les gens qui se laissent tout repousser. Et puis il y a les gens qui ont pas trop bougé finalement par rapport à ce qu'ils sont. Et puis il y a ceux qui sont qui virent dans l'extrême, hein, hommes et femmes. Donc je pense qu'on a un peu de tout maintenant dans la population. Je pense qu'il y a quand même pas tant de femmes que ça qui se laissent pousser les poils des aisselles et des jambes encore actuellement. Je pense que le maillot c'est revenu. Je pense que les aisselles et les jambes bon, après, c'est une décision. Non, il y a très peu de personnes, voilà. à vrai dire, il y a très peu de personnes, puisque c'est quelque chose qui, comme je disais, bah, dégoûte, enfin, c'est triste à dire, mais qui dégoûte. Le poil dégoûte de toute société. façon, ouais. Donc, c'est bizarre, alors que c'est fait pour nettoyer, au contraire, pour aider à purger un peu la sueur, etc. Donc c'est pas du tout ça, le poil, c'est ce que disent tous les dermatos. Mais comme tu dis, vu qu'on en fait quelque chose de sale, parce que c'est une espèce de touffe de poil. Alors chez un homme, on est habitué, mais chez la femme, quand on n'est pas habitué, on voit ça comme un truc étrange. Qu'est-ce que c'est que ce C'est ça qui est monstre aberrant. Ah oui, Parce c'est que aberrant. sur le corps de l'homme, on se dit ouais, c'est normal, grave viril et tout. Enfin, du genre, déjà pourquoi ça a été réapproprié à une identité virile, on sait pas. C'est ça. Mais en plus de ça, on l'accepte, même on le Glorifie, banalise. quoi. Et, Ouais. et pour les filles, c'est genre oh mon Dieu. Donc c'est ça qui est un peu. Ben ouais, mais alors il y a quelques top modèles qui commencent un peu à revendiquer ça. Je crois elles sont pas très nombreuses. Je crois qu'il y avait une fille qui se laisse pousser au niveau du sourcil, qui est en monosourcil. Il y en a une qui revendique ses poils sous les bras. Il y en a une autre, c'est peut-être la même, qui a les poils sur les jambes. Alors je sais plus si c'est tout ça, c'est la même top modèle ou si on est deux ou trois. Non, c'est des modèles différents. Voilà, donc je sais que bon, après elles sont très uniques encore dans leur monde, hein, très encadrées, hein, de modèles de beauté, hein, de critères de beauté plutôt, je veux dire, mais c'est ça. Bon, je pense que ça va bouger doucement. Hein. Et ça dépend Ça bouge doucement. de nous, hein, aussi. Enfin voilà, hein, mais après c'est vrai que c'est pas évident non plus faut déjà arriver à s'accepter soi-même comme ça, ce qui est pas une étape simple. Et je pense qu'il faut du temps pour une nana aussi de sortir de son habitude d'apparence, hein. De se voir d'une manière et de se dire je veux me voir d'une autre manière, c'est pas très simple. Et puis après arriver à changer la mentalité pour celui qui regarde. Donc c'est deux étapes, je pense, qui sont pas simples. Je pense qu'il va falloir plusieurs années si on va dans ce sens-là pour que on arrive à gagner en banalisation, comme tu dis, le terme est bon de ça en fait, hein, que chaque femme puisse faire ce qu'elle veut et que les hommes aussi en face ou autres femmes en face acceptent aussi ça, quoi.